Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes lectures du mois de février. En effet, cette vidéo est un point lecture consacré au PLIB 2022 puisque si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous le savez, je me suis consacrée aux lectures du PLIB pendant ces mois de janvier et février. Donc j'ai lu principalement des romans en rapport avec le PLIB. Et ça m'a permis de sélectionner mes 5 finalistes pour pouvoir voter, puisque nous devions voter début mars. Je vous donnerai en fin de vidéo les 5 finalistes que j'ai moi sélectionnés, sachant que les résultats définitifs ne seront dévoilés que le 26 mars. Donc en attendant, il faut patienter. Voilà, mais je ne vais pas attendre plus longtemps. Je vais commencer donc ce point lecture, comme d'habitude, par mes lectures qui m'ont un petit peu moins plu jusqu'au meilleur du mois. Et voilà, c'est parti. Alors la lecture que je vais vous présenter en tout premier, c'est donc celle que j'ai le moins aimée. Et c'est un tome 1 de saga. Et malheureusement, je ne pense pas, enfin même j'en suis sûre, je ne lirai pas la suite de cette saga. C'est Nos jours brûlés de Laura Nsafou aux éditions Albin Michel. Dans ce roman, on suit Elikia, on est en 2049 et le soleil a disparu, enfin en tout cas, on est dans une nuit éternelle. On va suivre donc la jeune fille qui est guidée par sa maman, enfin ensemble, elles partent à la recherche d'une cité perdue où vivaient auparavant des êtres divins, parce que sa maman, Elikia, est persuadée que grâce à eux, ils vont pouvoir faire revenir le soleil. Donc elles partent toutes les deux en périple, dans cette grande nuit où les animaux, par exemple, se sont adaptés et donc on trouve des animaux qu'on ne connaît pas, nous, à notre époque, hein, enfin sous notre soleil. Et voilà, donc on va suivre ces aventures. Alors, ce roman est vraiment très riche et très intéressant dans le sens où il est basé sur des mythes africains. Donc c'est vraiment très intéressant puisque moi, en tout cas, je n'ai pas l'habitude de lire de romans dans ce contexte-là. Donc pour ça, c'était intéressant. Malheureusement, j'ai trouvé que l'autrice avait une façon d'expliquer son univers un petit peu trop... ça fait pas naturel dans la façon dont c'est expliqué. Donc parfois c'est dans des flashbacks, parfois c'est dans des dialogues, mais j'ai trouvé ça plutôt didactique et du coup en fait ça perd en émotion. Enfin en tout cas pour moi, hein, j'ai pas du tout trouvé les personnages attachants, et Elikia qui pourtant vit des passages de sa vie très difficiles, ça m'a fait ni chaud ni froid. Enfin, c'est terrible de dire ça, j'en suis désolée parce que j'aime pas du tout ne pas avoir aimé un roman, hein, et puis encore plus en parler, mais clairement, Elikia m'a pas du tout touchée. Alors c'est sûr, c'est un roman introductif, c'est un tome 1, mais bon, c'est cette façon un petit peu scolaire de nous expliquer l'univers qui m'a tenu à l'écart. Ça m'a vraiment... non, j'ai pas réussi à rentrer dedans comme il aurait fallu pour pouvoir ressentir les émotions que je pense que l'autrice voulait faire passer. J'ai aussi été gênée par des tics d'écriture parce que j'ai trouvé de temps en temps qu'il y avait des expressions qui revenaient souvent. Et c'est le genre de choses qui me gênent. Alors, sûrement d'autant plus que l'histoire, j'étais pas tellement accrochée à l'histoire, donc je voyais peut-être plus que si j'avais été complètement dedans. Donc il y a vraiment des tics de lecture qui me faisaient régulièrement sortir de ma lecture. Et puis j'ai trouvé aussi que de temps en temps, le suspense était maintenu de façon un petit peu artificielle, c'est-à-dire, je sais pas, je vous donne un exemple, on est en pleine conversation, donc un personnage explique certaines choses à un autre personnage, et tout à coup, il y a quelque chose de tout à fait anodin qui se passe, et l'explication s'arrête, et on n'a pas la suite, voilà. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Le fait de stopper comme ça certaines explications ou certaines révélations comme ça
de façon artificielle, ben voilà, moi ça m'a donné l'impression que c'était forcé et que voilà, c'était pas, ben, encore une fois, hein, comme les explications, c'était pas naturel. Voilà, c'est vraiment ça qui ressort en fait, c'est que j'ai eu l'impression que c'était que tout s'enchaînait de façon un peu artificielle. Voilà. Alors, c'est dur de dire ça, je suis désolée, c'est vraiment un ressenti personnel, hein. N'hésitez pas à vous faire un avis. D'ailleurs, je vais vendre ce roman puisque je ne vais pas le garder, je vais le mettre sur mon Vinted. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Mais en tout cas, voilà, c'est un roman, je ne dirai pas la suite. Moi, ça ne m'a pas du tout convaincue. Et ben, surtout, n'hésitez pas à venir m'en parler si il vous a plu ou si vous avez un peu des ressentis similaires sur ce roman. Alors, ce roman a été la seule grande déception du mois. Les 6 autres que j'ai à vous présenter ont été de bonnes lectures, certaines meilleures que d'autres, hein, mais ont toutes été de bonnes lectures, tellement que j'ai eu du mal à sélectionner dans quel ordre j'allais vous les présenter, notamment les 2 qui vont venir, qui, grosso modo, se situent au même niveau en ce qui concerne ma préférence. Le premier, donc, que je vais vous montrer, c'est Les Oubliés de Lama de Florian Soula aux éditions Scrinéo dans leur collection Scrinéo SF. C'est le premier roman qui sort dans cette collection que Scrinéo vient d'ouvrir. Et j'avais très envie de découvrir ce roman de SF que je me suis procuré aux Imaginales de l'année dernière, hein, donc qui est dédicacé. Et en fait, donc, on suit Kat, qui est une physicienne en fuite et qui se réfugie sur Lama, qui est une espèce de montagne de déchets spatiaux, tous entassés les uns sur les autres, et dans lesquels une population un peu rejetée, un peu mise à l'écart ou en fuite justement, s'est réfugiée. Donc Kat vit sur Lama, et en fait elle n'est pas là pour rien, puisqu'elle est à la recherche de son frère, dont les traces s'arrêtent ici. Elle va, pour tenter de retrouver son frère, tenter de participer à une course illégale, bien évidemment, au travers de Lama. Alors il faut savoir que Lama tourne autour de Jupiter, et que Jupiter est l'une des seules planètes que l'humanité n'a pas réussi à conquérir. Donc on n'arrive pas à traverser son espèce de surface, enfin son... la couche de débris et de gaz, etc., qui est à la surface, donc on n'a pas réussi à passer au travers, et du coup on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne connaît pas Jupiter. Voilà, ce roman en fait est un peu une succession de contradictions pour moi, puisque malgré que je lui ai trouvé certains défauts par rapport à ce que j'aime moi, hein, bien sûr, j'ai bien aimé le roman. Par exemple, je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé le personnage principal de Kat. Voilà, elle m'a fait ni chaud ni froid. Ce personnage est... Il est... je sais pas comment expliquer, il est sans couleur. Voilà, il est terne, et voilà, il y a rien chez elle qui m'a ému. Pourtant, voilà, hein, c'est un personnage qui a vécu des hauts et des bas, qui a eu des choses assez affreuses, qui s'est installée sur Lama, voilà, alors que elle n'était pas tellement destinée à ça. Enfin bref, voilà, mais ce personnage ne m'a pas plu, voilà, tout simplement. Par contre, il y a des tas de personnages secondaires qui n'ont pas tous la même importance, hein, donc il y en a qui apparaissent peu, et pourtant, même ceux qui apparaissent peu, il y en a certains qui m'ont beaucoup plu. Je ne peux pas dire que je me sois vraiment attachée à eux, parce qu'on ne peut pas vraiment avoir le temps sur certains en tout cas, mais voilà, leurs petites apparitions ont été efficaces et ont marché avec moi, et du coup j'ai beaucoup apprécié ces personnages secondaires. Au niveau de l'histoire, il y a des passages que j'ai trouvés assez lents. Enfin, j'en ai un en particulier que j'ai trouvé... voilà, ça, je me languissais que ce morceau-là se termine. La recherche, l'enquête, il y a des choses aussi qui sont un petit peu... on n'a pas l'impression qu'on va en voir le bout, voilà. On a l'impression qu'elle met du temps à comprendre les choses, enfin le personnage, etc. Et du coup... ça, alors même si c'est pas particulièrement, ça donne une sensation de lenteur, moi j'ai trouvé. Par contre, à côté de ça, il y a quelques scènes de course-poursuite, à l'extérieur, dans les vaisseaux. Voilà, il y a des scènes d'action qui m'ont embarqué et que j'ai adoré. Parce que, bon, dans la SF, j'aime beaucoup ça en particulier en plus. Donc c'est vrai que là, je les ai trouvées très réussies.
ces scènes-là. Et par contre, voilà, de ce côté-là, j'ai adoré les scènes d'action. Et après, le dernier point où ben, je suis mitigée, comme de la même manière que les deux premiers que je vous ai énoncés, c'est la fin de ce roman. Je l'ai détesté. J'ai pas du tout aimé la fin de ce roman. Par contre, il est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait. Elle m'a vraiment surprise. Donc, c'est vrai que j'ai pas aimé, mais en même temps, c'était une vraie découverte. Donc, voilà, c'était le point positif, le point négatif. On ne sait pas lequel emporte sur l'autre. Mais voilà, c'est tout en contradiction, je vous l'accorde. Donc, du coup, ben, je peux pas dire que j'ai pas aimé cette lecture, puisque je l'ai aimée. Mais voilà, il y a des choses qui m'ont moins plu. Le roman maintenant que je vais vous présenter, je ne l'ai pas en format papier, donc je vous mets la petite photo juste ici, puisque je l'ai lu en e-book. C'est Célestopol, pardon, 1922 de Manuel Chastelière, sorti aux éditions. Dans ce roman, en fait, c'est pas vraiment un roman, c'est un recueil de nouvelles dans lesquelles on va suivre différents personnages dans la ville de Célestopol, qui n'est autre qu'une ville créée par le frère de la tsarine sur la Lune. Si je dis pas de bêtises. Le frère ou le neveu peut-être. Bref, vous avez plus ou moins compris. Donc il a créé cette grande cité qui s'appelle Célestopol où on va suivre différents personnages. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce roman. C'est vrai que l'écriture d'Emmanuel Chastelière est vraiment parfaite pour nous plonger dans cette ville, aussi bien son côté fastueux que ses bas-fonds. Voilà, on navigue à tous les niveaux, toutes les strates de la ville. L'écriture d'Emmanuel Chastelière est très immersive et nous permet vraiment de nous imprégner de cette ambiance et de nous retrouver dans cette ville de Célestopol. Pour ça, franchement, c'est vraiment génial et je n'hésiterai pas à tenter un autre roman de cet auteur, rien que pour cette écriture qui était vraiment parfaite pour moi. Par contre, j'ai vraiment un problème avec le format nouvelle parce que je trouve ça très frustrant en fait. On découvre donc des personnages qu'on suit de temps en temps dans qu'une seule nouvelle. Alors il y en a qui sont récurrents, hein, qu'on revoit dans plusieurs nouvelles, et il y en a qu'on ne croise que dans une seule nouvelle par exemple. Et moi ça me laisse comme un goût d'inachevé en fait, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Donc du coup, sans surprise, les personnages que j'ai préférés, c'est ceux que justement on retrouve dans plusieurs nouvelles, donc notamment un couple de mercenaires. Donc eux, je les ai particulièrement appréciés et j'aurais aimé peut-être aller plus loin avec eux. Voilà, donc si un jour il y a un roman qui sort avec ces personnages entre autres, je pense que je sauterai dessus. Donc du coup, je peux pas trop vous en parler, hein, bien sûr, puisque c'est des nouvelles, donc je peux pas vous faire un résumé de chaque histoire, hein, c'est impossible. Mais voilà, sachez que pour ceux qui apprécient les formats nouvelles, je vous le recommande fortement. C'est un très bon SF, mais il faut voilà, aimer le format nouvelle. Le roman suivant que je vais vous présenter, j'ai un petit peu hésité à le mettre dans mes 5 finalistes. Voilà, là on arrive sur les 4 que je vais vous présenter et que voilà, j'ai hésité à mettre dans mes 5 finalistes, sachant que finalement il n'y en aura qu'un dans cela qui aura basculé dans la sélection. Donc, celui que je vais vous présenter maintenant, j'ai hésité en fait à le lire et en fait je suis tombée sur une occasion chez Gibert, donc je me le suis pris. Mais c'est un roman jeunesse et vous savez que moi j'ai un petit peu du mal avec la jeunesse. Celui-ci se trouve un petit peu au milieu entre jeunesse et young adult, donc ça a fonctionné pour moi, d'autant plus que je connais la patte de l'auteur, que j'apprécie d'ailleurs beaucoup. C'est le dossier des voiles, non, les dossiers du voile, pardon, d'Adrien Thomas, qui est sorti aux éditions Fleurus. Je vous mets ici la couve, puisque entre-temps je l'ai revendu, je ne l'ai donc plus en ma possession. Mais c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié. Donc on est à notre époque, on est à Paris, et il existe toute une communauté d'êtres surnaturels que les humains ne connaissent pas. Et on appelle ça, ce secret, on l'appelle le voile. Donc dans ce voile, derrière ce voile, se cache tout un tas
d'êtres surnaturels, comme je vous disais, donc des loups-garous, des magiciens, des vampires, etc., des fées, enfin voilà, vous voyez un peu le genre. Et c'est donc dans ce contexte-là qu'on va suivre la famille Morcese. La maman est magicienne et c'est un peu la diplomate qui essaye de faire en sorte, que tous les peuples derrière le voile s'entendent les uns avec les autres de façon un petit peu le mieux possible, on va dire. Ce qui n'est pas toujours facile parce qu'il y a certains peuples qui sont en guerre depuis des décennies et des décennies, et même plus que ça. Et du coup, ben voilà, les tenir un petit peu sagement, c'est pas très très facile. Dans cette famille, l'aînée, j'ai un trou de mémoire, mais il me semble que c'est Tia, est une policière. Donc elle fait partie des seuls policiers qui connaissent l'existence du voile. Ils sont très très peu nombreux. Et ils sont chargés de maintenir l'ordre derrière le voile pour éviter que ce voile se déchire et que les humains découvrent l'envers du décor. Voilà, donc j'ai beaucoup apprécié cette famille avec ces personnages hauts en couleur, avec leur relation familiale entre frères et sœurs, etc., qui s'aiment, mais voilà, c'est pas tous les jours facile, vous voyez un peu ce que je veux dire. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de rebondissements, l'enquête est prenante, donc je l'ai lu très rapidement, c'est très facile à lire. Voilà, on passe un très bon moment, on se prend pas la tête et c'est très très chouette à découvrir. Le petit bémol, ça serait que on reste quand même assez en surface parce que on sent voilà que l'univers est très riche, qu'il y a matière voilà à faire des choses avec cet univers, mais là on reste quand même sur du léger, on va dire, et voilà, il y aurait certainement matière à faire d'autres tomes. Alors il me semble que c'est un tome 1, mais j'en suis pas certaine, mais s'il y a d'autres tomes qui sortent, je pense que je me laisserai tenter pour les lire. Le roman suivant que je vais vous présenter est un roman que j'ai aussi beaucoup aimé. C'est pas la première fois que je lis cet auteur, et j'avais déjà apprécié son premier roman. C'est un roman qui est fantastique, je dirais, ouais. Et je vous fais pas patienter plus longtemps, ce n'est autre que Les âmes inconscientes de Rod Marty aux éditions Scrinéo. Dans cette histoire, on est en double temporalité. On va d'abord suivre en 2020 5 personnes qui ont tout un lien indirect ou direct avec un attentat commis dans une salle dans une discothèque, je crois, et où un homme armé est rentré et a tiré sur les gens. Donc ces 5 personnages ont tous un traumatisme, pas forcément lié à cet épisode, mais il y en a plusieurs, oui. Mais voilà, d'une chose à l'autre, cet épisode va les faire que leurs chemins vont se croiser. À côté de ça, on va suivre une famille de 4 personnes, la maman et les 3 enfants, donc 2 garçons, une fille, et la petite amie d'un des fils, qui, eux, vivent à l'époque des colons américains, même, je dirais, à l'époque où on chassait les sorcières et on les brûlait sur le bûcher. Donc, on va suivre cette famille Good, qui est plutôt une famille riche, hein. Ils ont des terres, ils ont un petit peu d'influence. Malheureusement, le papa est décédé, donc vous comprenez bien qu'une maman qui tient les rênes, c'est compliqué. Heureusement, elle a un fils aîné qui se charge de la partie masculine, puisqu'à l'époque, bien sûr, il fallait un homme à la maison. Donc voilà, ils sont plutôt, ils s'en sortent, mais on va se retrouver dans une chasse aux sorcières plutôt expéditive. Voilà, je vous en dis pas tellement plus parce qu'il faut découvrir donc ce roman. On se doute bien qu'il va y avoir des liens entre ces personnages du passé et ces personnages du présent. J'ai adoré suivre la vie de ces personnages du passé, c'était terriblement émouvant. J'ai versé ma larme et voilà, j'ai adoré les suivre, je les ai adorés, la petite sœur m'a fait fondre le cœur, enfin voilà, c'était émotionnellement très intense sur la partie dans le passé, j'ai trouvé. La partie avec les personnages du présent m'ont moins touchée, j'ai trouvé un petit peu plus tiré par les cheveux, bon ça c'est vraiment un avis personnel, mais la superposition des deux, j'ai trouvé que ça matchait bien, j'ai trouvé ça intéressant, même si on va vraiment loin dans le concept, mais c'est le but, hein. C'est un livre fantastique, donc c'est normal. Mais voilà, du coup, la fin un peu rapide, enfin, voilà.
Mais franchement, rien que pour la partie dans le passé, je me suis régalée. J'ai trouvé ça passionnant, révoltant, enfin, tout ce que vous voulez, mais j'ai adoré. Voilà. Le roman que je vais vous présenter maintenant, j'avais pas tellement envie de le lire. Enfin, j'étais pas plus attirée que ça. Et puis en fait, je me suis laissée convaincre par les avis de Céline Lecture et Armand, s'il me semble. Enfin bref. Et du coup, je me suis lancée dans Outsphère de Guy Roger Duvert aux éditions Inceptio. Je vous mets ici, bien sûr, la petite couve puisque c'est un livre que j'ai lu en e-book. Dans cette histoire, on suit les survivants, enfin les habitants de l'Arche, qui a quitté la Terre 80 ans plus tôt, qui ont été donc cryogénisés, enfin qui ont été dans un sommeil profond pendant des années et qui sont réveillés parce qu'ils arrivent à destination près d'une planète qui a été sélectionnée pour peut-être être colonisée et pouvoir que l'humanité survive. Donc ils arrivent sur cette planète et on va suivre leur découverte, leur installation, etc. J'ai beaucoup aimé cette histoire parce que c'est une histoire hyper prenante. Elle est pleine d'action, pleine de rebondissements, pleine de découvertes. On suit plusieurs personnages, ce qui est bien et pas bien. C'est ce qui fait le point fort du roman, mais aussi son point faible, je trouve, parce que de son point fort, on suit vraiment des personnages qui ont tous des aspirations différentes, qui viennent de milieux différents, et du coup, on découvre la colonisation de par différents angles. Chaque angle de vue, chaque point de vue permet d'appréhender la colonisation de façon différente. Et du coup, ça soulève plein de questions sur les erreurs du passé, donc on ne veut pas reproduire, bien sûr. Ce qu'on est prêt à faire pour la liberté, ce qu'on est prêt à faire pour la survie, donc l'équilibre entre survie, liberté, etc. Enfin voilà, il y a des thèmes comme ça qui sont abordés, qui sont hyper intéressants et qu'on peut faire grâce à cette multitude de personnages, voilà, qui nous permettent d'avoir ces différentes vues. Par contre, du coup, autant dire qu'il n'y a aucun personnage auquel on s'attache parce qu'on ne les suit pas suffisamment longtemps ou profondément, vous voyez ce que je veux dire, on ne rentre pas suffisamment dans leur histoire, dans leurs ressentis, dans leurs émotions, etc. Et du coup, on perd ce côté où on se rapproche des personnages et on voit la vie à travers eux, mais on la vit pas avec eux. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la différence que je ressens, en tout cas moi. Donc du coup, voilà, c'était hyper intéressant, c'était hyper prenant. Il y a quand même, allez, on va dire 3 personnages qui sortent un petit peu du lot, notamment un plutôt vers la fin, et qui donne quand même envie de connaître la suite, de savoir où on va. Enfin, même pas quand même, puisque de toute façon, même s'il n'y avait pas eu, je pense, ces 3 personnages, rien que pour l'univers et rien que pour justement essayer de voir où l'auteur va nous emmener et s'il va nous rapprocher un petit peu du cœur de l'histoire, je lirai la suite. Je ne me la suis pas encore procurée, mais ça ne saurait tarder. Le dernier roman que je vais vous présenter est un roman de fantasy qui n'aurait jamais atterri dans ma palle si le Plib n'était pas passé par là. Voilà, c'est un roman clairement que je n'aurais pas lu et on me l'a conseillé, notamment d'autres jurés, et du coup, bon, je me suis dit pourquoi pas, et franchement, je ne regrette absolument pas puisque j'ai adoré cette lecture. C'est une couronne d'épines et d'os, non, une couronne d'os et d'épines, pardon, de Émilie Norsec aux éditions Les Trois Nornes, si je ne me trompe pas. Même cette maison d'édition, je ne la connaissais pas. Je l'ai donc lu en e-pub, vous le voyez ici. C'est un roman où on est dans un royaume où l'ancien roi était un boucher, et donc un roi très craint qui a mené la guerre sur les royaumes alentours, donc qui a laissé des traces difficiles à effacer pour le nouveau roi, donc son petit-fils, il me semble. Et du coup, les alliances entre les royaumes voisins, c'est un petit peu compliqué. Dans ce contexte-là, on va suivre Naïla, qui va être désignée par sa chamane de son village pour devenir une corbeau. Une corbeau, c'est en fait un clan de femmes, hein, un groupe, alors je n'ai pas le mot qui me vient, mais voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire, qui sont formés pour être des conseillers du roi dans ce royaume, mais également dans les royaumes alliés qui l'acceptent. Donc elle va être formée par la reine des corbeaux à ce rôle-là.
J'ai adoré cette lecture parce que déjà l'univers est infiniment riche et en même temps infiniment réaliste, je trouve, pour de la fantaisie. Les intrigues politiques sont bien menées, entre manipulation, trahison, on ne sait jamais ce qui va nous tomber au coin du nez et franchement pour ça c'est génial. Il y a quelques facilités mais franchement pour la plupart il y a des choses que j'ai absolument pas vu venir, des... je ne veux pas vous dire mais je voudrais pas trop donner d'idées, mais des assassinats que j'avais pas vu venir, enfin voilà, vraiment des choses qui m'ont surprise et qui m'ont étonnée et qui m'ont brisé le cœur aussi parfois. Voilà, donc vraiment, ça va loin dans les retournements de situation, dans les personnages et leurs réflexions et leur retournement de veste, vous voyez ce que je veux dire, les influences dans lesquelles ils peuvent être victimes, ou les choix qu'ils font, enfin voilà, vraiment pour ça, j'ai trouvé ça génial parce que ben, c'était justement très varié, voilà, on avait vraiment une panoplie de personnages qui ont leurs objectifs et leurs émotions, et franchement pour ça, du coup, ça fait un panel vraiment riche et vraiment intéressant, qui font que ben voilà, l'histoire est passée comme un rien. Vraiment, je me suis régalée à lire ce roman. Ajoutez à ça des thèmes qui sont abordés, qui sont particulièrement difficiles. D'ailleurs, je crois qu'il y a un training warrior au début du roman. Lisez-le bien avant d'attaquer si vous avez des sujets qui sont sensibles pour vous, parce qu'il y a des thèmes qui sont, alors on va pas dire discrètement, parce qu'ils sont réellement abordés, mais de façon bien intégrée dans le roman, voilà ce que je veux dire. Et du coup, voilà, faites vraiment attention, mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, parce que même psychologiquement, on voit où ça peut mener, et les conséquences et tout, et j'ai trouvé que c'était bien construit, bien fait, bien réfléchi, et bien abordé, voilà. Et après, il y a une chose que j'ai particulièrement aimée dans ce roman, et qu'on voit très peu, je trouve, enfin en tout cas, moi, de tout ce que j'ai lu, c'est qu'on ne s'arrête pas à la résolution finale, on va dire. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais on suit les personnages un petit peu plus loin après. Et moi, j'adore ça. Souvent, le roman se termine et ben, c'est à nous, lecteurs, de nous imaginer le devenir des personnages. Là, on a des pistes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On ne sait pas forcément jusqu'où ça va, jusqu'où ils vont, bien sûr, hein, mais voilà, il y a des vraies pistes qui sont lancées, je trouve, et j'ai adoré ça, parce que ben, c'est rare. Il y a un autre roman, une autre trilogie, d'un coup, en vous en parlant, qui fait ça, c'est Grisha, les 3 tomes de Grisha, donc qui sont un petit peu dans ce modèle-là, et moi j'adore ça. Enfin, moi personnellement, je le vois très très peu, et pourtant j'adore. Voilà. Bref. Vous l'aurez compris, je pense, ce roman, je l'ai adoré, et du coup, il fait forcément partie de mes 5 finalistes. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais tout de suite vous dire lesquels j'ai sélectionnés. Donc, pour ce PLIB 2022, il y avait 25 présélectionnés. J'ai lu 18 romans sur ces 25, donc effectivement, j'ai pas réussi à lire les 25. Cela dit, les 7 qui restaient, mis à part un ou deux, on va dire, ne me tentaient pas du tout. Donc, mais vraiment pas. Et même avec le retour des autres, parfois très élogieux, ben ça m'a pas donné envie. Donc voilà, je regrette pas de ne pas les avoir lus. Ça n'empêche pas qu'ils seront peut-être dans les 5 finalistes et qu'à ce moment-là, je serai obligée de les lire. Enfin, obligée. C'est pas non plus une grosse corvée, hein, attention. Hein. Mais comme les jurés voilà, on s'engage à lire les 5 finalistes, donc forcément, je ferai ce pourquoi j'ai signé. Hein. Mais voilà, donc ces 7-là, pour l'instant, ne sont pas lus. Donc sur les 18 que j'ai lus, il a fallu en choisir seulement 5. Comme je vous disais, il y en a 3 qui ont fini au pied du podium. Donc c'est les dossiers du voile d'Adrien Thomas chez Fleurus, Les âmes inconscientes de Rod Marty chez Scrinéo, et enfin Ausfer de Guy Roger Duvert chez Inceptio. Je suis vraiment désolée pour eux, mais c'est vrai que ces 3 romans m'ont beaucoup plu et ils auraient pu finir dans mes 5 finalistes, malheureusement. Il y en a 5 autres qui ont été encore meilleurs. Donc vous l'aurez compris, j'ai mis dans mes 5 finalistes Une couronne d'os et d'épines
de Émilie Nosken aux éditions Les Trois Nornes. J'ai ensuite sélectionné sur mes lectures du mois de janvier, dont vous avez très certainement vu le point lecture, donc Félicratie de H. Lenoir aux éditions Sarbacane, voilà, je ne me rappelais plus. J'ai aussi adoré le premier tome des Nébuleuses, La couleur des nébuleuses d'Amanda Peter aux éditions Explora. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman de Laetitia Danaé que je ne pensais pas lire et qui finalement a été une excellente surprise. C'est Fleur d'Oco, donc le tome 1 sorti aux éditions Snag. Et j'ai également adoré l'ambiance et l'écriture de Johanna Marine dans Encens aux éditions Snag également. Voilà pour mes 5 finalistes. Franchement, je suis impatiente de connaître ceux qui vont réellement être nommés. Les résultats sont disponibles, donc comme je vous disais en début de vidéo, le 26 mars. Je suis vraiment très impatiente, non seulement de les découvrir, mais également de lire les autres finalistes, si jamais ils font partie de ceux que je n'ai pas lus. Voilà. C'en est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme d'habitude, à venir discuter avec moi des romans que vous avez lus ou qui vous tentent. Vous avez aussi participé au PLIB, vos 5 finalistes, ici dans les commentaires ou sur Instagram. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à venir en discuter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!